Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier et plus précisément, on va parler d'immobilier locatif. Pourquoi de plus en plus d'investisseurs peut-être se tournent vers la location meublée? La location meublée est-elle encore très intéressante et même plus intéressante potentiellement que l'investissement en location nue et pourquoi? On sait que la fiscalité change, le marché change aussi et aujourd'hui, on va te donner toutes les clés pour faire le meilleur choix. Et pour démêler tout ça, eh bien, j'ai la chance d'accueillir Frédéric Tardivon, qui est conseiller gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans et qui est aussi spécialiste dans l'immobilier patrimonial. Donc voilà. Eh bien, bienvenue sur le podcast, Frédéric. Merci Emilien. Est-ce que, pour démarrer, tu pourrais un petit peu te présenter et nous expliquer rapidement ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, rapidement, écoute, moi j'ai commencé la gestion de patrimoine à l'âge de 24 ans sur une belle rencontre. Et puis j'ai fait mes armes dans une banque d'affaires où j'ai appris petit à petit les différents placements financiers. Et puis ensuite le conseil en droit de la famille, en fiscalité et comment utiliser en fait toutes ces lois et tous ces placements financiers qui sont autant d'outils pour bâtir une stratégie cohérente au profit d'un client en fonction de sa situation familiale, fiscale, sociale, financière, de ses ambitions, son profil d'investisseur, comme on dit aujourd'hui, et de ses horizons de placement. Voilà. Ok, donc toi, tu viens vraiment du secteur du patrimoine depuis De le la début, gestion de quasiment. patrimoine, et petit à petit, j'ai eu l'occasion de faire tout un tas de formations au cours de ces 25 années, de rencontrer des gens brillants qui m'ont expliqué des choses, et donc petit à petit, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un certain recul là-dessus, j'ai connu pas mal de lois de finances différentes, donc, et puis j'ai sanctuariser toutes ces formations plus tard par un diplôme d'ingénieur patrimonial, ce qui Ok. permet d'être à la fois acteur et critique de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Voilà. Et donc Ok. d'avoir quelque part une certaine expertise ou en tout cas une hauteur de vue sur l'ensemble de la gestion de patrimoine et de ce qui peut s'en faire. Voilà. Et aujourd'hui, tu as accompagné à peu près combien de personnes de toute Je ton crois que tout au long de expérience? ma carrière, j'ai fait 2 établissements différents avant d'être à mon propre compte. J'étais manager, je sais pas, moi j'ai dû faire, j'avais calculé, tu sais, environ 15 rendez-vous par semaine, multiplié par 25 ans, multiplié par 44 semaines. Ça fait plusieurs milliers de rendez-vous clients et ça fait peut-être 1 500 personnes différentes au moins minimum, Que tu aies pu je pense, au accompagner. minimum. Oui. Ok, bah Et écoute, des merci. entreprises aussi, je me suis occupé d'entreprises à un moment donné. Ok, super. Merci pour ta présentation. Avant de débuter, qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu rapidement nous expliquer la différence entre location nue et location meublée? Alors, la location nue, c'est la location traditionnelle que tout le monde connaît. C'est l'appartement en bas de chez soi, et c'est là souvent l'appartement qu'on occupe et qu'on loue à un propriétaire. La location meublée, comme son nom l'indique, c'est un appartement dans lequel on va trouver un ensemble d'éléments de mobilier qui sont déjà présents et qui permettent finalement à un locataire de s'installer et d'y vivre directement. Donc tu as une liste du mobilier obligatoire pour qualifier ton bien en meublé. Dans ce mobilier, tu vas retrouver des assiettes, des couteaux, des fourchettes, des rideaux aux fenêtres, un lit. Voilà. Donc c'est ce qui fait la location meublée. La grande différence, c'est que la location nue, elle est régie par la loi Allure de 1989. On va dire que ce sont des règles qui obéissent plutôt au code civil, alors que la location meublée, elle fait partie en fait des biens commerciaux. Donc, ce sont des revenus qui ne se déclarent pas dans les mêmes catégories. Les locations nues sont des revenus fonciers, alors que les Mhm. locations meublées sont des biens industriels et commerciaux, sont des BIC, et qui sont régis par une autre loi qui est la loi en gros commerciale. Ok, là, Donc sachant. ça va impliquer donc des fiscalités différentes, ça va impliquer des obligations et des droits des locataires différents. Ok, t'entends quoi par différent? C'est juste que pour le propriétaire, la fiscalité, la gestion devrait être différente? Alors par exemple pour le propriétaire, il y a une grande différence qui est celle de l'amortissement. Mhm. L'amortissement comptable qui est une charge purement fictive qui ne sort pas de la poche du propriétaire, mais qui va lui permettre de réduire son résultat fiscal. Donc il va déclarer ses loyers, moins tout un tas de charges, et une charge supplémentaire qu'on n'a pas dans le nu, qui s'appelle l'amortissement du bien. Et ça, c'est une notion purement commerciale, comme un chef d'entreprise amortit sa machine
pour pouvoir la remplacer une fois qu'elle est usée. De la même façon, l'immobilier commercial prévoit une usure, donc un amortissement. C'est la Ok. principale différence. Au niveau du locataire, des droits du locataire, on a avec la loi Allure tout un tas de lois qui protègent d'ailleurs plus le locataire que le propriétaire, bien souvent, ce qui décourage pas mal de gens de la location nue d'ailleurs. Tu as par exemple la trêve hivernale qui est bien connue. Tu Mm. as des délais de ah zut, le mot ne vient pas, pour, pour repartir de ton logement. Tu as des dédites de Oui. 3 mois. Bon, dans l'immobilier commercial, tu vas pouvoir en fait, au travers de ton bail, être beaucoup plus libre en tant que propriétaire. Il n'y a pas de trêve hivernale. Ah ouais. Dès le premier mois de non-paiement, tu es en droit de mettre fin au bail, donc tu es beaucoup plus protégé en tant que propriétaire que dans une location nue traditionnelle. Ok, super. Bah écoute, merci pour ces deux explications. Même moi, je t'avoue, je savais pas que sur la location meublée, il n'y a pas de trêve hivernale, enfin de saison hivernale. Donc, La loi bah, commerciale, quelque part, si tu veux, elle est un peu plus, elle est moins protectrice que la loi civile, donc c'est un ouais. peu plus une jungle, façon de parler, mais c'est un monde purement commercial et financier, donc voilà. Donc il y a Il y a un beaucoup mot plus de. fort, je me permets de parler là de la location nue. Il y a un mot fort qu'on en avait pas mal discuté, et puis j'avais aussi vu sur des magazines, le massacre de la location nue. Pourquoi Hmm. parler de massacre? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces dernières années? Toi qui es dans ce domaine depuis maintenant, voilà, 25 ans, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les changements que tu as vus et puis l'impact que ça a eu justement sur les investisseurs? Bien, depuis un certain nombre d'années, est apparue une nouvelle taxe qu'on a appelée donc la CSG et la CRDS, les fameux prélèvements sociaux, qui ont pour but de rembourser la dette, hein. Contribution du remboursement de la dette, c'est le CRDS. Et la CSG, c'est la contribution sociale généralisée qui va être là pour financer notamment la sécurité sociale. Et donc ces taxes additionnelles sont venues se rajouter aux revenus fonciers. Et donc petit à petit, ben, on a vu les revenus fonciers de plus en plus taxés. Donc ça s'est traduit par de moins en moins de rentabilité. On a aussi vu une modification des tranches marginales d'imposition. Ce sont les différentes tranches à laquelle nous sommes imposés. Avant, il y avait une tranche à 0, ensuite une tranche à 11%, il y a eu une tranche ensuite à 19%, à 30, 41, 45. Et en fait, c'est sous le gouvernement Hollande, il a supprimé la tranche à 19%. Et donc, certaines personnes se sont vues finalement moins imposées. Ils sont passés de 19 à 11. Donc ils ont gagné 8% d'impôts. Mais la plupart des gens, en fait, le début des classes moyennes, comme on disait, eux, ils sont passés directement de 19 à 30. Donc, quand aujourd'hui, tu sais que une personne seule qui va déclarer, en gros, plus de 30 000 euros de revenus par an, va être fiscalisée pour chaque euro supplémentaire gagné à 30%, plus 17,2% si c'est des revenus fonciers. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas encaisser 1 000 euros de loyer, ben, tu vas devoir 300 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 172 au titre des prélèvements sociaux. Donc tu as, grosso modo, la moitié de ton loyer qui part en impôt. Alors que Ouais, grâce à la location meublée, finalement, tu vas pouvoir créer une charge, un amortissement et ramener ce résultat à zéro et éviter quasiment ces 472 euros d'impôt. Donc, la plupart des gens qui sont pas idiots, qui voient leur intérêt, qui ont deux possibilités de location, se sont dit, allons vers la location meublée. Ça s'est démocratisé parce que depuis un certain nombre d'années, hein, les années 2000, on a tous un ordinateur et les gens sont de plus en plus au courant de l'information qui circule. Moi, quand je parlais de la location meublée, parce qu'elle existe depuis des dizaines et des dizaines d'années à mes clients dans les années 2000, personne ne connaissait. Aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler, notamment grâce à l'essor des plateformes de location meublée de courte durée que sont Airbnb et Booking. Où là, les propriétaires se sont retrouvés avec un double avantage. Un, ne pas payer d'impôts. Et deux, pouvoir avoir des revenus locatifs beaucoup plus importants qui font concurrence à l'hôtellerie, où tu peux louer des nuits à 80, 100 euros sur un petit studio. Bon, bah, quand tu les loues 30 jours, tu es à 3000 euros de loyer. Tu n'aurais pas le droit de faire ça sur de la location nue parce que je te rappelle que les loyers sont encadrés. Et c'est très bien, ce qui permet à des gens quand même de pouvoir se loger. mmh, ouais, et je Donc rebondis. voilà l'essor du meublé par rapport à une fiscalité nue de plus en plus massacrante pour les propriétaires. Et enfin, je pense ce qui a beaucoup découragé, c'est que à vouloir énormément protéger les locataires entre guillemets de marchands de sommeil, on a tellement blindé les droits du locataire
que les propriétaires aujourd'hui, même certaines personnes qui se retrouvent squattées, n'ont quasiment pas de pouvoir pour expulser leurs squatteurs. Donc ils se sont dit, mais pourquoi aller dans ce marché du nu où finalement, même quand ça marche bien, le pire m'arrive, je suis fortement fiscalisé. Et le jour où il y a un problème, j'ai mes yeux pour pleurer, ça prend énormément de temps. Alors que dans la location meublée, finalement, du jour au lendemain, mon locataire paye pas, je le sors. Hmm. Et ça a un impact davantage sur ceux qui investissent dans le nu en régime réel. Et du coup, et un microfoncier, ça n'a pas vraiment d'impact, ou si ça a quand même un impact. Alors, sur la partie fiscalité, en fait, quand tu fais de la location nue, tu as deux possibilités. Et pour le meublé, c'est la même chose. Soit tu fais une déclaration au micro et tu déclares le montant brut de tes loyers et le service fiscaux vont te pratiquer un abattement qui est de 30% aujourd'hui. Alors, il a changé cet abattement l'année dernière. Il était de 50% pour le meublé, tu vois, il était quand même plus intéressant que les 30% du nu. Mais pour en fait contrer et rééquilibrer les deux marchés, le législateur, depuis 2 ans, a pris un certain nombre de mesures. Il est venu quelque part grignoter les avantages du meublé et rajouter des avantages dans le nu, mais ça on le verra dans une autre partie. Donc on a déjà ajusté les abattements qui étaient de 50%, qui sont devenus de 30% dans les deux cas. Ok. Alors pour la location nue, dès que tu dépasses 15 000 euros de revenus annuels, tu ne peux plus faire du micro. Tu es obligé de faire du réel. Ouais. Donc si tu fais du micro, tu as 14 000 de revenus, tu déclares 14 000, les services fiscaux vont te taxer sur 70% de cette somme-là. 70% de cette somme-là va se rajouter à tes autres revenus, ceux du travail. Et en fonction de ta tranche d'impôt, 11, 30, 41%, tu vas payer 11, 30, 41% d'impôt sur cette partie-là et 17,2 au titre des prélèvements sociaux. Dans la location meublée, les prélèvements sociaux ont été augmentés cette année, ils sont passés à 18,6%. Voilà, donc maintenant on a, depuis cette année, 2 CSG différentes qui s'appliquent. Parce Ouais, qu'avant, voilà. sinon les choses étaient trop simples, c'était pas rigolo. Oui, Donc donc on a voilà. la Donc, CSG qui reste à 17,2 pour la partie foncier et celle qui passe à 18,6 pour la partie BIC, meublé. absolument. Ok. Et sur la partie BIC, alors, le plafond du micro BIC, c'est 77 700 euros. Hein. Donc, Hmm. on a Ah, une marge qui est supplémentaire. Bon. Mais et l'intérêt du meublé, c'est quand même souvent de faire le réel. Alors le réel, dans les deux cas, ça correspond à quoi? C'est je déclare mes loyers bruts et je vais déduire tout un tas de charges comme la taxe foncière, éventuellement les travaux que j'ai pu réaliser. Ça va être les intérêts d'emprunt et non pas la totalité du crédit, hein, uniquement les intérêts d'emprunt. Et des frais de gérance, si j'ai des assurances, propriétaires non occupants. Donc on va déduire tous ces frais. Et dans le meublé, on va déduire une charge supplémentaire qui est l'amortissement du bien. Alors, c'est un calcul très fin, l'amortissement du bien, ce qu'on appelle un amortissement par composant. On est censé remplacer la maison, et donc dans une maison, tout ne se dégrade pas à la même vitesse. Les meubles, on va les amortir sur 7 années. Au bout de 7 ans, on pense que les meubles sont bien usés. Un toit, ça va être 50 ans. Des murs, ça va être 30. Donc on donne un pourcentage de valeur à chacun de ces éléments-là et on les amortit sur la durée. Donc, ce qu'on appelle par composant. En gros, si vous voulez faire un schéma rapide, un chiffrage rapide sur les 20-25 années d'un crédit, vous partez sur un amortissement de 3,30, 3,50% de la valeur de votre bien hors terrain. Parce qu'on n'amortit pas le terrain, lui le terrain il ne se hmm. remplace pas, il ne s'use pas. Donc le terrain, souvent le service fiscaux considère qu'une valeur de 20%, c'est tout à fait honnête, c'est tout à fait correct. Attention, si on a un meublé à Paris, le foncier est beaucoup plus important et il faudra certainement considérer une valeur de terrain plutôt de l'ordre de 30%, 35%. Ok. Donc Ok. il y a des normes comptables et dans tous les cas, de toute façon, une location meublée, il faut disposer d'un SIRET puisqu'on est sur de l'immobilier commercial. Il faut faire une déclaration préalable aux impôts en expliquant qu'on va faire de la location meublée. Et c'est mieux d'avoir un site comptable ou même un expert comptable qui, lui, va vous appliquer les bornes normes d'amortissement. Voilà. Ok. Et donc chaque Bon. année, on dépose son bilan. Ok. Super. Merci pour toutes ces infos, Fred. Je pense qu'on a déjà perdu quelques personnes tellement on rentre. Enfin, c'est pas encore la technique, mais non, c'est cool. Là, je Je vous le voulais dis, hein, revenir je peux sur un. faire beaucoup plus simple.
Non, je voulais revenir. Non, franchement, super intéressant. Je voulais revenir. Ta C'est aussi question est... l'objectif, c'est d'approfondir. Mais je voulais revenir sur un point, notamment de la location nue, parce que voilà, on dit qu'il y a beaucoup d'inconvénients. On dit que le meublé, il y a plus d'avantages. Est-ce que la location nue aujourd'hui a un intérêt? Alors, oui, il y a toujours un intérêt. La location nue va s'adresser à des gens qui peuvent rester beaucoup plus longtemps, peut-être que dans la location meublée où c'est des baux d'un an qui se renouvellent. La location nue, il en faudra toujours. Quand on en a, on peut quand même l'optimiser, cette location nue. On a la possibilité de racheter des biens, de faire des travaux et de rénover des biens. Les travaux vont venir en déduction des loyers et vont venir gommer l'impôt des loyers de l'appartement numéro 1 grâce aux travaux que je fais dans l'appartement numéro 2. Et puis à terme, j'aurai certainement créé une valeur patrimoniale plus importante en réhabilitant mon bien. Ce Donc, il ne serait. faut pas opposer les deux systèmes. Les deux sont valables. Par contre, c'est cette location qui est détournée par les propriétaires aujourd'hui parce qu'ils s'en servent comme de la location courte durée, qui est plus rentable, et ce qui pose un problème sociétal parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils se disent, j'ai plus de rentabilité, moins d'impôts, moins de contraintes avec le locataire, plus de droits comme propriétaire, en faisant du meublé que du nu. Donc, ils continuent à faire du meublé, mais donc il y a moins d'appartements disponibles pour les gens comme toi et moi qui cherchent à se loger. Voilà. Hmm. Et donc, comme la valeur d'un immobilier se mesure à son rendement, donc combien j'ai de loyer, si tu loues un appartement qui te rapporte 12 000 euros, 10 000 euros par an, et tu te dis, ça vaut 5% de rentabilité, il vaut 200 000. Le jour où tu le passes en meublé, puis au lieu de 10 000 euros de revenus, t'en tires 20 000 euros de revenus. 5%, c'est bien, il vaut 400 000. Ouais, ok, ouais. Ouais, c'est basé aussi sur le revenu. Ok. Voilà. Mais du coup, Alors, je reviens sur la question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport à la fiscalité pour dire un petit point très important que j'entends souvent et qui est un des pièges de l'investissement immobilier nu, dans lequel on fait pas toujours attention dans son plan de financement, mais j'entends souvent parler d'opérations blanches. Et j'ai des clients, des prospects qui me disent, écoutez, j'ai fait un truc, c'est super, je le loue 800 euros par mois, et puis quand j'enlève la taxe foncière et mon crédit, c'est parfait, ça me coûte 800 euros aussi de l'autre côté, donc moralité, ça me coûte zéro. Alors c'est vrai sur un plan de la trésorerie, mais c'est faux sur un plan de la comptabilité. Puisque au moment de la déclaration des revenus, on va bien déclarer les 800 euros de loyer dans la colonne des plus, et dans la colonne des moins, on va bien enlever la taxe foncière, mais on ne va pas enlever l'intégralité de la mensualité d'assurance, d'emprunt. On ne va déduire que les intérêts d'emprunt. Et donc, souvent, sur une mensualité, il suffit d'ouvrir son tableau d'amortissement. Hein, quand je rembourse 800 à la banque, les premières années, il y a 300 d'intérêt et 500 de capital. Et donc, je me retrouve dans la situation où finalement, je vais avoir un résultat positif. En trésorerie, j'ai bien zéro, mais en fiscalité, je n'ai pas déduit tout le capital des mensualités de remboursement, mais que les intérêts. Donc, j'ai un résultat positif. Et ce résultat positif, comme je te dis tout à l'heure, il est taxé à ma tranche marginale d'impôt, plus les prélèvements sociaux. Donc, il faut le connaître pour pouvoir l'intégrer et de se dire, non, loyer qui égale mon remboursement de prêt, oui, mais j'aurai aussi des impôts. Donc, attention. parce Et plus qu'après, les années vont passer, plus j'aurai d'impôts, parce que d'une part, mon loyer va augmenter, logiquement, avec l'inflation, il y a des indexations prévues, et tant mieux. Mais de l'autre côté, plus le temps passe sur votre crédit, moins vous remboursez d'intérêt. Donc cette part d'intérêt déductible va se réduire dans le temps. Donc vous aurez de toute façon un revenu foncier qui sera de plus en plus important dans le temps. hmm. Donc un même bien immobilier va générer de plus en plus d'impôts dans le temps. Parce qu'après, à propos de la location nue, il y a un levier quand même qui est assez important. Et puis, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et puis aussi des petites explications. C'est à propos du déficit foncier. Oui. Donc un des avantages de la location nue, et c'est donc comme on disait tout à l'heure de faire des travaux, c'est que les travaux vont venir se déduire des revenus que tu as par ailleurs, jusqu'à les gommer à zéro. Et si tu as encore des travaux à déduire, tu vas pouvoir créer un déficit Hmm. foncier qui sera plafonné à moins 10 700 euros. Et ce déficit, tu vas pouvoir l'imputer, le soustraire sur tes autres revenus. Donc typiquement, je gagne 40 000 euros au travail, j'ai 10 000 de loyer, ça me fait 50 000, mais j'ai fait 20 000 de travaux. Avec mes 20 000 de travaux, je vais pouvoir annuler les premiers 10 000 de loyer et créer un déficit de moins 10 000. Je pouvais aller même jusqu'à moins 10 700. Et donc, mon salaire
de 40 000 va être déduit, on va déduire 10 000 et je ne vais déclarer aux impôts que 30 000 en fait. Donc ça va venir quelque part générer une économie fiscale. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être une manière pour quelqu'un qui a des revenus fonciers positifs de se dire comment je fais tout ça, comment je l'optimise. Ben, peut-être en rachetant quelque chose derrière sur lequel, pour le coup, il va réaliser pas mal de travaux. Alors, petite subtilité technique, le déficit foncier, moi je suis pas toujours un grand fan parce que quand j'arrive en négatif, je vais baisser mes autres revenus et je ne vais faire l'économie que de ma tranche marginale d'imposition. Alors que quand je le déduis de mes revenus fonciers, je fais l'économie de ma tranche marginale d'imposition et des prélèvements sociaux. Donc mon retour fiscal est plus important. Oui, Petite oui. subtilité. Et par rapport à ça, si on supprime, on déduit des revenus fonciers, plus du revenu, enfin, du revenu Le de la salaire, rémunération, du salaire à 10 700 euros, supposons que le déficit fonctionne bien sur 3-4 ans, et après on revient positif, et il n'y a plus de travaux, et là, bah, on prend le mur fiscal qui est de 47,2 par exemple. Au total, c'est ça. comment on peut réallouer et réajuster justement ce portefeuille immobilier? Dans tous les cas, du coup, il faut refaire un investissement pour refaire du déficit foncier, ou après on peut le passer potentiellement en meublé. Alors, à n'importe quel moment, on peut décider que sa location nue va devenir une location meublée. Ok. On peut tout Et à fait. C'est une des manières d'optimiser. Attention, dans certaines villes, c'est pas autorisé, où il y a ce qu'on ok. appelle la règle de la compensation. Justement pour limiter ces Airbnb, hein, certaines villes ont interdit déjà de le faire. D'autres vous demandent de compenser. Ça veut dire qu'il vous faudra, puisque vous transformez une surface nue en surface commerciale, racheter l'équivalent de cette surface commerciale pour la transformer en nue à côté. Donc tu vois bien que ça n'a pas de sens et c'est une manière d'empêcher de faire du meublé. Donc ça peut être une solution. Dans tous les cas, ta question est pertinente parce qu'un bien immobilier, c'est un actif. Et un actif, ça se réévalue régulièrement. Et régulièrement, il faut faire le point en se disant, mais globalement, combien ça me rapporte net d'impôts? Quels sont mes soucis de gestion? Est-ce que je vais avoir des travaux importants qui vont être là? Est-ce que le quartier est en train de se développer d'une manière positive ou négative? Est-ce que j'ai suffisamment amorti mon crédit? Est-ce que c'est pas le moment d'aller chercher ma plus-value financière? Quels sont les taux d'intérêt par rapport aux conditions dans lesquelles moi j'ai emprunté? Est-ce que ça vaut le coup d'aller au bout de mon crédit ou à la rigueur, les taux ont baissé, ça serait le moment d'en refaire un? Est-ce que aujourd'hui, ça me coûte 600 euros tous les mois, il me reste 5 ans à payer? Bah, si je le vendais, je suis pas vieux, je peux repartir sur un crédit de 20 ans. Et du coup, à la fois, je me mets de l'argent de côté, parce que j'ai vendu avec une plus-value, ou j'ai déjà remboursé une partie à la banque, et je repars sur une durée plus longue qui me permet de refaire le même bien immobilier, parce que j'ai pas besoin de ces revenus tout de suite. Donc, il y a toujours ces questions à se poser en fonction de sa situation personnelle, de ses objectifs et d'où on en est dans la vie. Donc régulièrement, un bien immobilier, on en fait le bilan à l'aune de tous ces aspects-là. Ok. Et par rapport au nu meublé, aujourd'hui, de par pareil, de ton expérience, c'est attribué, entre guillemets, pour quel type d'investisseur? Enfin, quel type d'investisseur va très souvent vers le nu? Quel profil, en fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais ils savent pas, justement, s'ils peuvent aller, si c'est mieux d'aller dans le meublé ou si c'est mieux d'aller dans le nu. Évidemment, ça va dépendre de leur situation. Mais par exemple, un profil de un couple marié qui a déjà sa RP, qui va investir, ça va dépendre aussi du temps, je pense. Il y a quel levier justement il faut prendre en compte pour choisir, se dire bah tiens, je vais plus m'orienter vers la location nue ou vers la location meublée. Alors, il y a déjà tout le parc immobilier existant avant l'émergence du meublé, qui était un parc immobilier nu. Donc celui-ci, quelque part, t'en hérites, tu le transformes ou tu le transformes pas, mais voilà, tu as déjà un immense parc immobilier nu. Demain, qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors, tu as différents types d'immobilier meublé. Tu as le meublé que tu vas faire par toi-même, que tu vas gérer en court séjour ou en long séjour. Puis tu as le meublé qui est géré. Ce qu'on appelle le meublé géré, ça va être des résidences étudiantes, par exemple. C'est des meublés à vocation sociale, donc les résidences étudiantes, les EHPAD, qui sont des établissements hospitaliers pour les personnes dépendantes. Tu as des résidences de services seniors, tu as des résidences d'affaires, et tu as aussi des résidences touristiques, par exemple. Donc tout ça, ça fait partie immobilier géré, où là, en tant que propriétaire, tu vas confier ton bien à un gestionnaire, donc un gestionnaire de résidence de tourisme, par exemple, ou de résidence senior,
qui lui va exploiter ton bien, il va te verser un loyer, il va te garantir un bail, en général sur une dizaine d'années, voire 10 à 12 ans, et il va te renouveler ton bail, et toi tu te dis, voilà, moi j'ai fait un investissement purement financier, j'ai plus d'entretien à faire, j'ai plus de soucis de locataire, c'est du meublé, donc j'ai une fiscalité avantageuse, et du coup ça me convient comme investisseur, parce que si je fais du nu, je vais le confier à une agence, mais mon locataire, c'est pas une grosse société qui gagne des millions, c'est mon locataire. Donc il n'a pas la même solidité financière. Et puis mon locataire, il peut partir tous les 3 ans. Alors que de l'autre côté, j'ai un bail de 10 ou de 12 ans. Et dans la location nue, je suis quand même responsable d'un certain nombre de charges et d'entretien que j'ai pas de l'autre côté. Donc j'ai peut-être une moins bonne maîtrise du budget. A contrario, un bien immobilier géré dans une résidence, je ne choisis pas, ou j'aurais peut-être pas d'aussi grand potentiel de plus-value qu'un beau petit appartement, un bel petit appartement situé en cœur de ville, dans une ville que je maîtrise. Donc, sur quoi je joue? Est-ce que je joue plutôt sur une sécurité et un revenu régulier, ou est-ce que je cherche plutôt à faire une opération patrimoniale, éventuellement en faisant des travaux, et en cherchant une plus-value au terme? Donc, ce sont des marchés avec des caractéristiques et des valeurs différentes. Et même dans le meublé, une résidence de tourisme, elle te permettra davantage de faire des plus-values, alors qu'un EHPAD, un établissement hospitalier pour les personnes dépendantes, c'est quelque chose qui dégage énormément de revenus, mais en termes de plus-value, tu ne revendras pas ta chambre d'hôpital au prix où tu l'as acheté, certainement. Il y a des grandes chances. Donc voilà, chaque marché a ses avantages et ses qualités. C'est pour ça que, de toute façon, je prêche pour ma paroisse, mais quand on fait des investissements importants comme ça, avec des effets leviers de crédit, c'est quand même bien de s'accompagner d'un professionnel. Parce que quand on envisage un bien à 200 000 euros, même si vous payez une consultation de 400 euros, c'est 0,2% de votre prix d'achat. Oui, c'est Et évident. c'est facile de les perdre, ces 400 euros, en faisant pas les bons choix. Parce Oui, que totalement. il y a comment j'achète, qu'est-ce que j'achète. Alors le comment j'achète est important. Le financement a toute son importance. Il y a plein de petits pièges à éviter. Qui fait un apport? Est-ce que c'est des biens propres, pas des biens propres? Il y a aussi une approche du droit civil à avoir. Je suis pacsé, oui, très bien. J'ai fait un testament, pas de testament. Beaucoup de gens pacsés qui n'ont pas d'enfants ignorent que, en fait, l'héritier de leur conjoint, c'est leurs beaux-parents. Et ils achètent des maisons ensemble, et un jour, il arrive quelque chose à l'autre, vous vous retrouvez en indivision avec vos beaux-parents. Donc, voilà, ça valait peut-être le coup d'aller voir un notaire. Ça vous aurait coûté 125 euros pour faire 2 testaments, et on n'en parlait plus. Donc c'est très important en amont de se poser tout un tas de questions. Voilà. Ok. Et là, j'aimerais rebondir plus sur la partie donc location meublée non professionnelle. On sait qu'on a le levier qui est puissant de l'amortissement et qu'il y a du monde enfin, beaucoup d'investisseurs qui font ce type d'investissement pour derrière le revendre parce que une fois que ça amortit, ça rentre pas dans les plus-values. Sauf que depuis 2026, on a cette nouvelle loi qui fait que lors de la vente, hop, l'amortissement est réintégré Et oui, à l'achat. Et donc, tout à fait. Ce que tu disais quel est tout ton à l'heure, point de vue? effectivement, le législateur a essayé d'enlever quelques avantages au meublé et d'en rajouter au nu. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis cette année aussi, dans le nu, on a un nouveau dispositif, donc qui est temporaire. C'est pas une loi, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif Jean Brun. Donc Jean Brun, c'est le nom de famille entier. C'est pas Jean et le prénom Brun, comme je vois beaucoup sur Internet. Donc c'est Monsieur Jean Brun. Et dans le dispositif Jean Brun, effectivement, maintenant, on a le droit de pratiquer des amortissements aussi. Et donc, on va pouvoir contrôler la fiscalité pendant qu'on finance son bien. Donc ça, c'est plutôt très bien pour la location nue. C'est une très bonne nouvelle, le dispositif Jean Brun. Il y a quand même quelques difficultés d'application encore aujourd'hui dans ce dispositif. Mais bon, il faut embrasser tout ce qui vient dans le sens finalement de l'investisseur, parce que faut rappeler que ce ne sont pas des méchants investisseurs qui profitent des autres. Quand il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de biens qui sont créés. Quand il n'y a pas de biens, on n'arrive pas à se loger. Donc il faut inciter le logement en France. Voilà. Donc Ok. pour l'amortissement, effectivement, comme tu disais, aujourd'hui, c'est réintégré dans ta plus-value. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète un bien 100 000 euros jusqu'à avant, je le vendais 120 000, ma plus-value, c'était 20 000 euros. Et encore, dans ces 100 000 euros, tu sais, il faut rajouter les frais de notaire que tu as payés, les frais d'agence que tu as payés, tu as même le droit à un forfait travaux de 15%. Donc admettons, je reprends mon exemple, j'ai acheté un bien 90 000 euros, plus les frais de notaire, plus les frais de banque, je suis à 100 000 de prix de revient.
Et sur mes 90 000 euros, je rajoute 15% de forfait travaux. Donc en gros, je suis autour des 15 000 de forfait, un peu moins. Bon, donc jusqu'à 115 000, il n'y a pas de plus-value. Alors, je schématise. Ça m'est revenu à 100, je vends 120, j'ai 20 000 de plus-value. Si j'ai amorti 3,5% de mon bien pendant 10 ans, j'en ai amorti 35% de la valeur. Donc comptablement, mon bien, il vaut plus que 65% des 100 000, il vaut 65 000. Eh bien, les plus-values se déclenchent à partir de 65 000 euros. Hmm. Et donc là, je vends même le prix d'achat 100 000, j'ai amorti, il vaut plus que 65, ben j'ai déjà 35 000 de plus-value. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve que ça change pas grand-chose. Et que c'est bien que ça continue à être comme ça. Pourquoi? Si j'ai pas d'amortissement, comme je t'expliquais tout à l'heure, sur une opération dite blanche, ben, j'ai pas de trésorerie pour les payer ces impôts. J'ai obligé de les sortir de ma poche. Quand je revends le bien, ben, si je suis imposé sur la plus-value, mais l'argent je l'ai, puisque je viens de vendre le bien. Donc moi, je Ouais. préfère payer quand j'ai l'argent plus tard, et on ne sait pas plus tard ce que sera la loi d'ailleurs, elle peut encore changer d'ici là, et plus tard, je ne sais pas si j'y arriverai, et je ne sais pas comment j'y arriverai, que de payer aujourd'hui quand j'ai pas les sous. Il y a un deuxième phénomène aussi qui vient amoindrir la plus-value, c'est la durée de détention. En France, la plus-value, c'est 19%, mais au bout de 22 ans, c'est au titre de l'impôt, et les fameux 17,20 des prélèvements sociaux. Et en fait, au bout de 22 ans, on ne doit plus rien au niveau de l'impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans, on est exonéré au niveau des prélèvements sociaux. Ce qui fait que n'importe quel bien immobilier que tu détiens depuis 30 ans, bah, tu es exonéré des plus-values, même si tu l'as amorti en totalité. Donc, quand tu fais de la location meublée, et qu'en général, ou même de la location nue, tu la finances avec un crédit de 20 ans, même aujourd'hui de 25 ans. Le mécanisme de l'amortissement que tu n'utilises pas régulièrement, parce que dans ta déclaration meublée, tu as un amortissement qui va te ramener à zéro, et tu vas même arriver en territoire négatif. On a vu que dans le nu, quand tu étais en territoire négatif, tu créais du déficit foncier. Dans le meublé, tu ne peux pas créer de déficit foncier. Ce déficit va être reportable ad vitam pour les années où tu seras en positif. Et globalement, je te la fais simple, mais quand tu finances à crédit pendant 20 ans, en fait, à la fin de ton crédit, tu as encore 10 années où tu vas percevoir ton loyer avec une réserve d'amortissement qui va te permettre pendant encore 10 ans de faire des revenus défiscalisés. Donc de toute façon, c'est le seul revenu que tu auras où tu seras en pleine activité, sur lequel tu ne paieras pas d'impôt. Ça serait dommage de le vendre. Donc ça va inciter quoi? Cette loi finalement, elle a pas, cette loi n'a pas servi son dessein. En fait, elle va figer le marché encore plus longtemps. Les gens qui voulaient vendre, ou qui auraient pu vendre au bout de 20 ans, ils se disent attends, je vais attendre 10 ans de plus, j'ai plus les plus-values. Parce que Hmm. j'ai amorti pendant 20 ans mon bien à 3,5%, la valeur comptable, c'est plus que 30% du bien. Donc, je vais pas prendre énormément de plus-value, ça sert à rien, au contraire. Chaque année qui passe va augmenter mon rendement final, puisque je vais m'exonérer de l'impôt sur le revenu. Donc, ça ne va faire que l'effet contraire qui était souhaité, c'est figer le marché immobilier jusqu'à 30 ans. Les Ouais. gens vont de plus en plus le garder longtemps. Donc, c'était une loi, à mon avis, qui a été complètement contre-productive et qui a raté son objectif, et finalement qui va même plutôt embêter ceux qui seront dans la difficulté, parce que ceux qui vont revendre au milieu, pour des accidents de la vie, des divorces, une perte d'emploi, ben eux, ils vont se retrouver avec une fiscalité sur les plus-values beaucoup plus lourde qu'avant. Ok, ouais. Effectivement. Donc ça peut impacter le marché immobilier et puis moins de moins de transactions, quoi. Exactement, ça fige le marché pour moi. Ok, très bien. Écoute, merci Fred. Une dernière question, enfin une avant-dernière. Quelles sont les erreurs classiques, les erreurs que tu vois chez des investisseurs justement qui peuvent se lancer en location meublée non professionnelle notamment? Alors, on va, quand c'est de l'immobilier géré, comme je te disais, en gros, si tu fais attention à la sélection de ton gestionnaire, c'est-à-dire lui, ton locataire, t'as pas beaucoup de soucis, c'est un peu des autoroutes, c'est des placements qui sont quand même bien cadrés, prévus pour des gens qui cherchent de la rente en toute sécurité, ça se passe plutôt bien. Quand tu veux faire du meublé par toi-même, souvent ce que je vois, c'est les gens qui sous-estiment le temps que ça va leur prendre en fait. Ok. On va faire nous-mêmes les ménages, oui, mais mais faut aimer, hein. Quand tu as beaucoup de rotation, il faut avoir le temps de t'y consacrer. Quand tu passes par une conciergerie, bah, ça vient manger un petit peu le bénéfice que tu avais.
Il faut pas sous-estimer l'usure des rotations, donc l'usure du bien. Un locataire qui habite à l'année, alors tous les locataires ne sont pas précautionneux, mais en général, quand tu es en vacances, tu fais encore un peu moins attention. Donc tes meubles s'abîment beaucoup plus vite. Après, les grosses erreurs, ça peut être de mettre beaucoup d'apports, souvent, alors qu'on sait que la rentabilité, elle est surtout liée à l'effet levier du crédit. Mhm. Donc, plus on peut emprunter, mieux c'est. Après, la limite, c'est la banque. Faut faire aussi attention à la façon dont on achète. Donc, on est sous quel régime matrimonial, qui apporte l'argent. Parce que souvent, j'ai vu des gens vendre un appartement qui était un bien propre, ils l'ont reçu en succession, typiquement, voilà, madame, j'ai vendu 100 000. On fait une belle opération immobilière, alors c'est vrai en nu comme en meublé. On rachète avec mon conjoint quelque chose qui fait 400 000, on fait 300 000 de prêt à la banque, bien, et on a oublié de tracer les 100 000 qui étaient à madame. Bon, divorce, les 100 000 appartiennent au couple. Donc, monsieur repart avec 50. Donc Ok. c'est tout bête, c'est une petite ligne chez le notaire, mais si on l'oublie, ben ça peut faire mal. Donc le diable est toujours dans les détails, donc une fois de plus, ben, rapprochez-vous d'un professionnel. Ok, super. Merci Fred. Si tu devais donner un conseil concret pour quelqu'un qui n'a jamais investi et qui hésite à se lancer, peu importe, soit dans la location nue ou la location meublée, ce serait lequel? Il y en a trop. Et il y a beaucoup d'aspects à regarder, hein, je te cache pas. Ou Il y a quelle beaucoup question à se d'aspects. poser personnellement? Ah, personnellement, alors je pense que il faut avoir une réserve de précaution. Il faut pas partir à zéro et attaquer en se disant voilà mon loyer va payer tout et j'ai pas d'argent de côté. Non non, l'immobilier c'est un actif qui s'use, c'est un actif qui s'entretient, c'est un actif sur lequel tu peux avoir une vacance locative, une dégradation locative. Donc faut pas hésiter déjà à prendre toutes les assurances nécessaires. Et quand je dis qu'il faut mettre le moins d'apport possible, il faut quand même en avoir de côté au cas où. Hein. Voilà, pour prévoir 6 mois où j'ai pas de loyer, une salle de bain à réparer, voilà. Il faut prévoir ce genre de choses. Donc souvent, moi, je vois des gens qui vont au maximum de ce qu'ils peuvent, et en fait, au moindre petit gravier sur la route, si tu veux, il y a un accident. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Vaut mieux faire un petit peu moins, mais le faire en toute sécurité. Ok. Et Et une fois de plus, rapprochez-vous de professionnels, les consulter ne coûte rien, se renseigner, voilà, faire ça. attention à tout ça, la qualité Toi, du bien, comment je le finance, comment je l'achète. Et toi, comme on dit en l'expert, immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. toi, l'expert en immobilier, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut aller plus loin et te contacter? Alors on peut regarder sur internet la société Avrio, AVRIO. On peut taper conseiller en gestion de patrimoine Frédéric Tardivon, vous me trouverez. Voilà, on est Ok, quelques conseillers en gestion de patrimoine en France. Faut pas hésiter à vous rapprocher d'un professionnel, vraiment. totalement. Et bien, je mettrai le lien dans la description sur ton site. Et puis voilà. En tout cas, on arrive au bout de cet épisode. J'espère sincèrement que ce que Fred t'a partagé aujourd'hui, ça t'a apporté beaucoup de clarté. Et puis voilà. En tout cas, merci Fred pour ta transparence et tes explications. Je mettrai ton lien dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, 5 étoiles et partage ce podcast autour de toi. Ça prend 30 secondes et ça aide énormément. Allez, à très vite dans Investir pour demain. Merci à Ciao, ciao. tous et bons investissements.